Donc il y en a 7. Alors j'ai décidé de vous les... On a hésité, finalement, je vais les présenter par ordre de taille. Alors le premier, logiquement, je vous les présente et après, si ça vous plaît, vous les achetez. Alors celui-là, je vous le présente, vous ne pourrez pas l'acheter parce que c'est les éditions faméliques et comme son nom l'indique, il n'y en a plus. Alors c'est un livre rarissime de Jérôme Noiret sur Coste. Est-ce que vous connaissez Coste? Alors moi, quand j'étais jeune et belle, j'étais chez Ralph Front, donc on luttait contre le Front National, et un jour, on entend un connard qui chante, enfin, au premier rang des jeunesses nationalistes, il reprenait en chœur des trucs délicieux comme les bicottes et les négrottes se font baiser dans les wawas, enfin bon. Et on se renseigne, c'est qui ce con qui écrit ces paroles entraînantes, et c'était Coste. Et d'ailleurs, l'Union des jeunes juifs de France a attaqué Coste en justice. Donc j'étais persuadée que Coste était un vieux facho qui écrivait mal, et en fait pas du tout. Jérôme Noiret, j'en ai parlé, il me dit mais tu n'as rien compris, c'est un artiste sauvage. Alors pour me convaincre, il m'a offert un livre, et effectivement c'est assez convaincant, surtout parce que Noiret écrit bien. Et artiste sauvage, ça veut dire c'est très anal en fait. Je vous le lis. Le sexe est-il préférable à l'anus? C'est la grande confusion dans la hiérarchie des fonctions organiques et musicales, car il y a une hiérarchie en toute chose, surtout en art. C'est Aristote qui le dit, les organes aussi ont leur hiérarchie, il vaut mieux engendrer que chier. Le sexe est préférable à l'anus, Dieu bande, puisqu'il crée, mais il ne chie pas. La tragédie est supérieure à la comédie. Il y a une noblesse dans la verge et pas dans l'anus. Ça, c'est une opinion de Jérôme Noiret. L'art occidental du XXe siècle est en partie fondé sur la dissipation du corps, d'abord dans l'impressionnisme, puis dans l'abstraction. Le dégoût du corps est une caractéristique de la modernité industrielle, comme si finalement la perfection platonicienne du corps fonctionnel se voyait démentie par la perfection supposée des corps d'acier et d'huile. Lorsque le corps renaît au XXe siècle, c'est dans les tranchées ou les camps d'extermination. Le corps dissipé retrouve sa matérialité ancienne dans la souffrance. Le corps dissipé ressuscite pour être aussitôt humilié. Dans les marges de la modernité, il y a deux représentations antagonistes du corps. Le corps objet magnifié des peintres fascistes et le corps tordu des Gonchileux, d'Edvard Munch ou de Francis Bacon. Et Coste parvient à contraindre dans une même figure ces deux corps antagonistes. Depuis Grunewald, je ne pensais pas qu'un autre y soit mieux parvenu. Coste sur scène, c'est l'Arien qui aurait la chiasse. Voilà. Donc, l'iconographie est à peu près à cette image. Et alors, ce qui est très rigolo avec Coste, c'est que un jour, il y a en fin d'année aux États-Unis, ils font un bal et avant le bal, ils font quand même un petit interlude culturel. Donc ils demandent à un artiste de venir. Et là, ils ont dit on va faire dans la Bible Belt, il y a un certain nombre de lycées qui ont décidé d'avoir un intermède culturel. Ils ont regardé le catalogue et ils ont fait venir un artiste français connu pour leur bon goût. Malheureusement pour eux, c'était Coste. Ouais. En fait, son spectacle s'appelait Carrot. Enfin, il se mettait une carotte dans le cul et sur scène et ils ont mis donc 5 minutes à comprendre et à la 6e, Coste s'est fait évacuer et ça a été la fin de sa tournée. C'est pour ça que maintenant je suis persuadée que Coste n'est pas un fasciste abruti, c'est un fou et je préfère de beaucoup. Voilà. Donc appelez Jérôme Noiret, peut-être qu'il en a encore, c'est strictement introuvable, je me le garde soigneusement. J'ai demandé. Non, du tout. Alors le suivant, c'est un vrai raciste, lui. C'est Houellebecq parlant de Lovecraft. Je ne sais pas si vous l'avez lu. L'essai de Houellebecq sur Lovecraft. Ils se sont rencontrés, hein, et ce sont vraiment des frères d'âme. Tous les deux, leur vie, c'est épouvantable. Et il y a un passage qui vraiment évoque quand vous êtes face à un abruti qui est profondément raciste et que vous pensez que tout simplement il trouve, je sais pas, que le noir en face c'est un salopard parce qu'il bronze mieux que lui. Pas du tout. Il faut arriver à se mettre dans le cerveau de quelqu'un qui est profondément et fondamentalement raciste, et je pense que le meilleur d'entre eux, celui qui l'a le mieux décrit, c'est Lovecraft, et c'est bien souligné par Houellebecq. Donc voici comment Lovecraft raconte à un de ses potes, Belknap Long, une visite dans le Lower East Side, et comment il décrit sa population d'immigrés. Il faut savoir que dans cette population d'immigrés qu'on voit passer à l'époque, vous avez Ella Fitzgerald,
Vous avez Chester Himes, vous avez Rosa Parks, qui tiennent par la main Nelson Mandela, qui ne devait pas être très vieux. Les choses organiques qui hantent cet affreux cloaque ne sauraient, même en se torturant l'imagination, être qualifiées d'humaines. C'étaient de monstrueuses et nébuleuses esquisses du pithécanthrope et de l'amibe, vaguement modelées dans quelques limons puants et visqueux, résultant de la corruption de la terre, rampant et suintant, dans et sur les rues crasseuses. On n'est pas dans un roman de Lovecraft, on est dans la façon dont il voit les rues. Entrant et sortant des fenêtres et des portes d'une façon qui ne me faisait penser à rien d'autre qu'à des vers envahissants ou des choses peu agréables issues des profondeurs de la mer. Ces choses où la substance dégénérée en fermentation gélatineuse dont elles étaient composées avait l'air de suinter, de s'infiltrer et de couler à travers les crevasses béantes de ces horribles maisons. Voilà, alors il y en a plusieurs pages. Indiscutablement, c'est du grand Lovecraft, dit Houellebecq. Quelle race a bien pu provoquer de tels débordements? Il ne sait pas très bien lui-même. À un endroit, il parle de italico-sémitico-mongoloïde. Alors, je sais pas s'il y a des gens d'origine italienne. Mais je trouve que c'est extrêmement parlant sur la vision du monde d'un vrai raciste. C'est vraiment quelqu'un qui flippe à mort et qui aurait besoin de Prozac. Dans les stations balnéaires du Sud, on ne permet pas aux nègres d'aller sur les plages. Pouvez-vous imaginer des personnes sensibles en train de se baigner à côté d'une meute de chimpanzés graisseux? Voilà. Donc, en cette époque d'Alain Soral, je tenais à souligner cet ouvrage qui met vraiment en scène l'aspect halluciné de ce qu'il y a de pire en nous. Alors maintenant, on va faire plus frais, on va aller vers la science-fiction. Celui-là non plus, on a du mal à le trouver, mais c'est une question d'approvisionnement. Donc je l'aurai tard. Donc, c'est science-fiction, la science mène l'enquête, c'est Roland Le Hook. Et donc, c'est un recueil pour ceux qui lisent Bifrost, la revue de SF, c'est un recueil de ces chroniques dans Bifrost. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour voyager au centre de la Terre? Comment atteindre le centre de la Terre? Parce que c'est tout comme ça, comment pour voyager dans un trou noir, comment aller plus vite que la lumière, et à chaque fois il explique à quel point c'est ridiculement impossible. Facile, j'entends d'ici les ricanements, facile, il suffit de creuser un trou. Alors, sur le papier l'idée semble bonne, le problème c'est que non. Les scientifiques ont tenté à plusieurs reprises de forer la croûte terrestre. Alors, quelle fut la profondeur maximale atteinte? 12,2 km. C'est une équipe soviétique en 89 dans la péninsule de Koha. Alors, comparé au rayon de la Terre qui vaut 6378 km, cela représente une piqûre d'un dixième de millimètre à la surface d'un pamplemousse. Donc, un groupe allemand a tenté de réitérer l'expérience, 9,1 km en 94. Donc, gros échec. Autant dire qu'on ne connaît directement que l'épiderme de la Terre, sa couche la plus superficielle, et le reste nous est pour l'instant inaccessible. Pourquoi est-il si difficile de forer profondément? Parce que pour réaliser un forage, il faut enfoncer un trépan dans le sol. Après, vous avez une série de tubes métalliques qu'on enfile les uns dans les autres. Le trépan est suspendu au bout d'une longue tige qui permet de l'actionner. D'où le problème. La partie supérieure doit résister à l'attraction du haut poids de toutes les parties en suspension, situées plus profondément. Donc une tige fait du meilleur assez seront irrémédiablement sous son poids au-delà de 6 km. En fait, c'est carrément une quantité critique dans le choix du matériau. Plus le matériau est résistant et léger, plus la tige sera longue. Donc c'est tout simple, il suffit d'avoir une section variable. Donc vous avez une grosse tige, une petite tige, une plus petite tige, et puis vous enfoncez. Alors, c'est un gros problème parce que la section d'un câble en acier de 30 km de long doit être 148 fois plus importante en tête de forage qu'au plus profond. En gros, si vous voulez faire un trou de 50 cm de diamètre, à cette profondeur, il faudrait entamer le forage avec un trou de 74 mètres de diamètre à la surface. Pour faire un peu plus long, il faut faire beaucoup plus gros. Donc en fait, ce livre de Roland Le Hook casse absolument tous les rêves que vous pourriez avoir. On peut absolument pas aller on peut pas aller sur Terre, on peut pas aller beaucoup dans le système solaire. On résistera jamais au rayonnement, même pour un voyage sur Mars. Et de toute façon, même si on résiste au rayonnement, on en viendra fou bien avant. Donc, ça montre que la littérature de science-fiction a encore de beaux jours devant elle. Alors le suivant, ça y est, celui-là on en a. Il est là. C'est Penkov, c'est un jeune, un petit jeune, c'est un américano-bulgare. Donc il a fait une succession de nouvelles et il les a traitées chacune avec un style différent. Un coup il se prend pour Dostoïevski, un coup il se prend pour Bukowski, parce qu'il est un petit peu partagé entre les États-Unis et la Bulgarie. Il fait carrément le grand écart. Et
Donc, il fait partie de ces jeunes gens nés en Bulgarie dans les années 80 qui passaient leur temps à boire, à fumer, à faire l'amour, à jouer au dés, à mentir à leurs parents, à partir en autostop jusqu'à la mer, à fabriquer de la fausse monnaie ou des bombes pour les matchs de foot. C'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre cette jeunesse et la mienne. Moi, j'ai jamais fabriqué de fausse monnaie. Et il arrive aux États-Unis, donc à l'âge de 20 ans, il arrive à obtenir une bourse, et puis il arrive aux États-Unis, on l'accueille au Texas ou dans l'Arkansas. Et on le met dans une voiture avec des jeunes Américains enthousiastes. Et dans la voiture, ils m'ont donné une Bible. Tu sais de quoi il s'agit, aveugler la fille? Non. Et ma réponse lui a visiblement fait plaisir. Ce sont les actes de notre Sauveur, la parole de notre Seigneur. Réponse. Ah, les œuvres complètes de Lénine. Quel volume! Donc il a comme ça une vie totalement décousue qui passe vraiment de... Parce qu'il y a le côté occidental, il y a évidemment le côté américain, mais il y a aussi le côté oriental. Donc quelquefois on se croirait dans les 1001 nuits et le mélange est complètement surprenant. Et après il retourne à Sofia, et à Sofia juste il crève de faim, donc il fait comme tout le monde, c'est la débrouille. Et il rencontre un petit vieux qui lui explique comment on peut se débrouiller dans la rue, comment on arrive à vendre des merdes au prix de l'or. Tu vois, tu prends une chaussure, n'importe laquelle, sans une bonne histoire pour aller avec, elle vaut rien ta pompe. Mais si tu racontes que c'est avec cette chaussure que Khrouchtchev a tapé sur la table, hop, le prix monte à 10 000. J'en ai vendu 5 comme ça, dont 2 baskets. Et à la fin, ça vire carrément au Bukowski, ça s'appelle À l'Est de l'Ouest, c'est de Penkov, et c'est vraiment très bon, quoi. C'est des nouvelles en plus. Comme ça, si on n'aime pas, on peut arrêter rapidement. Alors, le suivant est totalement... il est bien, non? Il est super déprimant parce qu'il parle de la Shoah. Mais enfin, comme elle en est revenue, c'est quand même moins triste. Donc, c'est Charlotte Delbo. Je sais pas si vous connaissez. C'est une biographie qui est super bien faite. Donc, Charlotte Delbo, je sais pas, elle est née avec le siècle ou un truc comme ça. Non, plus vieille, peut-être en vrai. Elle a épousé un petit jeune homme, tout ça c'était communiste, donc lui il a été exécuté, elle est partie à Ravensbrück, elle y a survécu 27 mois, ce qui est exceptionnel. Et elle est revenue, elle était secrétaire de Louis Jouvet, après elle a fait une belle carrière à l'ONU, et elle est morte dans son lit en buvant du champagne dans les années 80. Et donc c'est juste une femme absolument remarquable. On raconte tout ce qu'elle a vécu. Alors évidemment, il y a les camps, mais il y a aussi Jouvet avant et l'ONU après. Et donc, quand j'ai commencé la bio, ça me disait quelque chose. Et en fait, oui, je pense que tout le monde connaît. C'est elle qui a écrit le passage sur la petite civière. Et je pense que quand je vais vous lire, vous allez vous souvenir, si vous vous souvenez pas. Donc, il y a l'appel. Donc il passe des heures dans le froid à se geler les noix, donc à Ravensbrück en 43. Et là, elle raconte que tous les matins pendant l'appel, on fait passer les cadavres de celles qui sont mortes pendant la nuit. Et je les regarde passer et je me raidis. Tout à l'heure, je cédais à la mort, à chaque aube la tentation, quand passe la civière, je me raidis. Donc c'est la civière sur laquelle on transporte les mortes. Pas passer sur la petite civière avec les jambes qui pendent et la tête qui pend nue sous la couverture en loques. Je sais que toutes celles qui passent pour moi, que toutes celles qui meurent pour moi. Je le regarde passer et je dis non. Se laisser glisser dans la mort ici dans la neige, laisse-toi glisser, non, parce qu'il y a la petite civière. Et rien que l'idée de la petite civière fait qu'elle a survécu pendant 27 mois. Et après, elle a fait tout le récit du convoi 36 000. Alors, c'était pas 36 000, elles étaient 300, mais c'était le nom qu'on leur tatouait, le numéro qu'on leur tatouait. Et il y a eu, je crois, 296 femmes qui ont été déportées à cette occasion-là. Et Charlotte Delbo, avec d'autres copines, elles sont allées traquer chacune de ces femmes. Elles étaient genre 20 survivantes. Et elles voulaient retrouver le nom de toutes ces nanas. Et elles en ont retrouvé 295 sur 296. Et elles les ont mis en ligne, vous pouvez aller les voir. Il y a les photos avant, il y a les photos après quand il y en avait. Il y a les photos pendant, parce qu'il y avait beaucoup de photos faites par les nazis. Et il y en a resté une qui était anonyme. Et il y en a d'autres qui ont repris l'enquête et qui... Au bout de 20 ans d'enquête, on réussit quand même à retrouver le nom de la dernière nana de leur convoi. Et en fait, si elle n'avait pas laissé de souvenirs, c'est parce qu'elle est morte pendant le trajet aller de froid dans le wagon. Donc tout ça est frais et plein d'entrain, mais c'est vachement bien comme livre. Voilà, c'est marrant, tout me ramène à Soral et Dieudonné en ce moment. Donc autre chose, à la fin je vais finir par des cadavres, parce que j'adore ça. Mais avant un peu de science. Bill Bryson, une histoire de tout ou presque. Donc Bill Bryson, c'est un type, sa caractéristique est d'écrire très bien. Donc il fait n'importe quoi, là il fait la science,
toute la science. Ouais. Il a fait aussi une biographie de Shakespeare où il explique pendant à peu près autant de pages que Shakespeare n'existe pas et n'a jamais existé. Et pourquoi? Et donc Bill Bryson, ça peut s'acheter les yeux fermés parce que de toute façon c'est bien. Donc là, le premier chapitre, c'est il explique à quel point un proton est petit, mais vraiment très 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 petit. Voilà, extrêmement microscopique. Et après, le chapitre d'après, il explique à quel point l'espace c'est grand, mais vraiment très très grand. Donc, vous prenez un vaisseau spatial, voilà, l'espace, voyez-vous, est tout simplement énorme. Imaginons à des fins d'édification et de divertissement que nous soyons préembarqués dans une fusée. Donc on va pas aller très loin, on va aller juste au bord du système solaire. Hein. Donc les plus grandes vitesses atteintes par un objet humain, c'est Voyager 1 et 2, 56 000 km/h. Et déjà, il leur a fallu 9 ans pour atteindre Uranus et 12 ans pour atteindre Pluton. Donc la première chose que vous allez apprendre si vous embarquez sur une sonde Voyager, c'est que l'espace mérite bien son nom. C'est-à-dire qu'il y règne une absence d'événements assez consternante. Notre système solaire est la chose la plus vivante sur des milliards de kilomètres alentour. Et toutes les choses visibles en son sein, le Soleil et le reste, remplissent moins d'un billionième de l'espace disponible. Donc là, on dépasse Pluton. À présent, l'autre chose que vous remarquez, tandis que nous dépassons Pluton, c'est précisément que nous dépassons Pluton. Il a beau être le dernier objet indiqué sur les cartes du ciel, nous sommes loin des confins du système solaire. Nous n'y parviendrons pas avant d'avoir franchi le nuage de Oort. Vaste domaine de comètes. Excusez du peu, nous n'attendrons pas le nuage de Oort avant 10 000 ans. Et imaginons tout de même que nous ayons atteint le nuage de Oort. Ce qui vous frappe tout d'abord, c'est la paix profonde qui règne là-haut. En fait, il n'y a rien. Voilà pour notre système solaire. Et qu'y a-t-il au-delà? Eh bien, rien du tout. Le vide le plus parfait jamais créé par l'homme n'est pas aussi vide que le vide de l'espace interstellaire. Il est toujours possible que des extraterrestres parcourent ces milliards de kilomètres pour venir s'amuser à tracer des cercles dans les champs du Wiltshire, mais ça reste très improbable. Donc alors voilà, il y a la naissance de la vie. On apprend des trucs, c'est que, en fait, quand vous faites de la plongée, vous savez qu'il faut, je sais pas, souffler dans le nez, faire des paliers tous les 10 mètres. Alors comment on sait ça? Parce qu'il y a un type qui s'est enfermé dans un caisson et qui a dit, bah vas-y, mets-moi de la pression. Et en fait, ils ont testé sur eux, les mecs. Et il y avait pas de micro parce que c'était en 1880, il y avait juste un petit hublot. Et quand tu souffrais trop, tu faisais au scoop, ou tu communiquais avec un carnet en disant aïe, quoi. Et donc le type rapidement, il avait 2 pinceaux troués, tympan troué. Et il disait c'est pas gênant parce que ça me permet de briller dans les dîners parce que quand j'aspire la fumée d'une cigarette, ça me ressort par exemple. Et il a fini. Et il disait faites attention quand même, vous avez les plombages qui explosent, vous avez tous ces plombages qui avaient explosé. Et il est mort à moitié paralysé puisque ça. Les accidents de plongée, ça finit par vous priver de vos jambes. Et donc, on apprend comment la science s'est faite. C'est que si vous savez que tel champignon est mortel, c'est parce qu'il y a un connard qui a dit... Et c'est tout comme ça, en fait. La science est faite que de gens qui sont suicidés pour... C'est assez espèce, quoi. C'est une destinée. Et alors, le dernier, c'est Philippe Charlier. Donc, il fait parler de lui dans les médias parce que c'est un belâtre. Et il parle bien et il est médecin paléopathologiste, c'est-à-dire qu'il s'occupe de regarder les squelettes de, je sais pas, de Cléopâtre, non, on l'a pas retrouvé, mais de Agnès Sorel ou autre, et de voir de quoi ils sont morts, s'ils ont été assassinés. Et il a écrit tout un livre sur Malmort, mort violente dans l'Antiquité, et donc ça décrit en fait, à travers ces cadavres, la vie dans l'Antiquité, et c'est le genre de livre qui fait plaisir à lire, parce qu'après vous êtes content de vivre à votre époque, quoi. Alors, par exemple, il y a Faustina, qui est quand même l'épouse de Marc Aurèle. Et alors, un jour... Alors, Faustina, c'était le problème. Marc Aurèle, c'était un type très sage et tout. Et il a épousé une chaude de la touffe. Et ça a vraiment mis à l'épreuve ses capacités de philosophiques. Parce qu'elle couchait avec tout le monde. C'est gênant quand on est amoureux. Et un jour, elle croise un gladiateur. Et elle se prend d'une véritable passion pour l'un d'entre eux. Elle en conçut un long tourment. Et donc elle confesse cet amour à son époux en lui disant trouve une solution. Et Marc Aurèle prend conseil auprès d'astrologues qui disent eh bien il convient que Faustina se baigne dans le sang du gladiateur. Vous voyez que le conseil n'est pas mauvais. Ça devrait guérir sa passion, ce qui fut fait, et la passion de Faustina disparut. Quoi. Et c'est plein d'histoires comme ça. En fait, c'était des grosses brutes, nos ancêtres. Et par exemple, il y a Sénèque qui raconte dans les toilettes
vous êtes un gladiateur condamné, enfin un type condamné à aller au jeu du cirque, voilà. Et vous dites, je voudrais aller aux toilettes avant. Et alors, moi, ce que je ne savais pas, c'est-à-dire que dans les toilettes, il n'y avait pas de papier toilette, il y avait une éponge fixée à un bâton, puis on le trempouillait dans l'eau, là. Et après, on s'en servait. Et il s'est étouffé. Il a pris le bâton et... il s'est étouffé avec. Et Sénèque trouve cette mort admirable. Et donc, en fait, ça dessine une société absolument épouvantable. Et alors, par exemple, quand vous étiez une famille de la haute, et que vous aviez une femme qui s'était mal conduite, on n'allait pas lui couper la tête en place publique, ça se faisait pas, fallait gérer ça entre vous, en famille. Donc la punition, c'était de les jeter toujours dans les toilettes. Donc en fait, dans les toilettes des villes de La Haye, on retrouve souvent des cadavres de femmes dans la fosse septique, quoi. C'était là qu'on les mettait. Et la famille faisait caca dessus pendant des générations et des générations. C'était une forme d'exécration, c'est-à-dire de punition après la mort. Et souvent les tombes, il y avait des trous à libation, c'est-à-dire qu'on mettait une tombe, on faisait des trous pour pouvoir mettre du vin, du miel, etc. Et quand vous étiez un magicien nécromant, que vous vouliez par exemple, il y a un exemple d'un type qui veut absolument maudire le cabinet médical concurrent du sien. Et donc il fait une petite tablette d'exécration et il les glisse, il fallait que ce soit au contact d'un mort de mort violente. Donc dès que vous étiez, vous, mort d'une mort violente, je sais pas, assassiné, on vous enterrait dans un beau tombeau, on mettait des petits trous pour faire des libations, et à ce moment-là, tous les gens qui avaient envie de maudire leurs voisins ou leurs concurrents arrivaient et mettaient des petites tablettes d'exécration avec je crache à la gueule de machin, je lui souhaite les pires morts, je lui souhaite de faire faillite, et ils les mettaient dans les trous à libation, et donc on sait que telle ou telle personne est morte de mort violente, parce que dans son tombeau, on retrouve 20 000 tablettes d'exécration. Et dans ces tablettes, ils invoquent tout un tas de dieux, et notamment Jésus. Au milieu de Baal, Satan et tout, il y a aussi Jésus. Voilà, donc c'est pour savoir comment vivaient nos ancêtres, c'est quand même super, quoi. Ce sont des gens qui ont énormément bossé, et c'est pas du tout... il a fait d'autres livres qui sont beaucoup plus grand public, où il fait un peu de giflonflon historique. Là, non, c'est... Alors, quelquefois, c'est un peu barbifiant, parce que moi, je sais pas tellement la différence entre la 3e et la 4e vertèbre, mais c'est super bien. Pour les gens qui aiment bien, comme moi, les cadavres, les morts. Voilà, voilà. Et ben écoutez, ils sont à peu près tous dispo ici. Si ça vous amuse et si ça vous intéresse. Merci de votre attention. Et puis maintenant, on va boire un coup. Si parmi vous, il y a une ou deux personnes, je pense qu'il n'y en a pas plus, hein, alors sinon ça va mal se passer, qui n'ont encore lu ni Le goût de l'immortalité, ni Outrage et rébellion, on va vous en parler, et vous ne pouvez pas sortir d'ici sans ces deux livres. C'est parmi les meilleurs livres, non seulement dans le genre science-fiction ces 10 dernières années, mais même de façon générale, c'est vraiment deux livres excellents. Voilà. Donc on surveillera à la sortie, hein, quand même.